2 vidéos sur YouTube à quelques jours d'intervalle. Déjà, je crois que c'est inédit sur ma chaîne et en plus de ça, ça fait tellement de bien de vous retrouver encore une fois, de filmer. Là en ce moment, je suis en plein sur le montage de la dernière vidéo. Vous pouvez pas savoir comme je kiffe ma vie, de pouvoir me focus entièrement sur ma création de contenu. Je compte vraiment en profiter un maximum de temps, vraiment le temps que ça dure, je prends tout ce que je peux. Déjà j'aurais aimé pouvoir faire ça plus tôt pendant le premier trimestre, mais c'était vraiment pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, on va y revenir. Parce que justement aujourd'hui du coup on se retrouve dans cette vidéo, donc la partie 2, où je vous explique un petit peu du coup mon parcours PMA, ma grossesse et mes projets d'avenir du coup, et notamment ce que va devenir cette chaîne, ce que vont devenir tous mes réseaux sociaux au global et ce que va devenir également mon business. On va faire le point là-dessus, je vous avais dit que je vous raconterai tout, donc c'est parti. La dernière fois je vous ai parlé du coup dans la première partie de tout notre parcours PMA avec mon chéri. J'ai volontairement exclu une période assez large de notre parcours PMA parce que voilà, je voulais pas spécialement rentrer dans le détail, j'avais pas spécialement pour l'instant envie, en tout cas dans cette vidéo, de donner la cause de ce qui nous a mené à ce parcours PMA. Voilà, après en avoir discuté avec mon chéri, on s'est dit que là pour l'instant on allait pas forcément le mettre dans cette vidéo. En plus de ça, juste pour vous dire, ce qui nous a mené à ce parcours PMA, c'est un cas qui est extrêmement rare. Ça touche seulement 1% de la population mondiale, donc c'est fort improbable. Vous qui regardez cette vidéo, soyez finalement amenés à connaître cette situation pour ce cas précis dans un parcours PMA. Voilà, peut-être que j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, peut-être que j'en parlerai aussi dans des lives TikTok ou autre, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai en tête quand je parle des lives. Mais voilà, en tout cas, j'ai décidé de taire un petit peu cette partie-là de notre vie, puis c'est pas plus mal parce que sinon la vidéo aurait duré plus d'1 heure. Donc voilà, c'est vraiment pas plus mal qu'on ait fait comme ça, même pour vous au final. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé quand même de notre parcours PMA, de ce qu'on a traversé, de la grosse difficulté qu'on a eu cet été qui a été le plus dur de tout le parcours. Non, en fait, ça n'a pas été le plus dur d'un point de... Enfin si, physiquement, ça a été extrêmement dur pour moi, psychologiquement aussi, mais les étapes par lesquelles on était passé avant et que j'ai tues d'ailleurs ont été extrêmement douloureuses, extrêmement stressantes, angoissantes. Faut savoir d'ailleurs, petite parenthèse que je n'ai pas dit dans la vidéo, je pensais à ça tout à l'heure, mais on n'a même pas eu d'accompagnement psy, c'est-à-dire que ma gynéco ne nous en a jamais parlé. Un chirurgien qu'on a vu l'a proposé, il nous a dit que ce serait quand même très intéressant pour nous au vu du parcours qu'on avait et du fait que ça nous tombait dessus vraiment un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe quoi. Il nous avait quand même fortement recommandé de voir un psy, mais moi j'ai pas voulu pour plusieurs raisons et mon chéri m'a jamais fait part non plus d'une volonté de sa part de voir un psy. Si vraiment j'avais voulu, il m'aurait suivi. Mais voilà, je pense que lui était ok aussi. C'est vrai qu'on en a même pas parlé. Et je crois que lui aussi était plutôt ok sur le fait de ne pas voir de psy. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu d'accompagnement psy. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais bref, de toute façon, je vous dis tout. Je vous parle de tout notre parcours PMA, presque du coup, dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la regarder avant celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Et donc on va démarrer tout de suite cette deuxième partie. Je vais vous raconter un petit peu comment se passe ma grossesse jusqu'ici. Je vais tout vous dire et après, sur cette même vidéo, dans une troisième partie, je vous parlerai un petit peu justement de ma situation actuelle et de ce que je compte faire plus tard, ce que je compte faire de mes réseaux, ce que vous allez trouver sur mes réseaux et ce que je fais aussi de mon entreprise. Voilà, tout ce qui va être contrat freelance, community management, mais aussi du coup le programme en ligne que j'avais créé, donc la Glow Academy. Je vais tout vous expliquer, on y va maintenant, let's go! J'ai mon iPad évidemment avec mes petites notes pour ne pas oublier l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Évidemment ma petite tasse de thé et je vais me mettre de la crème sur les mains parce que là vraiment j'ai les mains hyper sèches en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ça me fait un bien fou. Celle-là c'est une crème que ma belle-sœur m'avait offert il y a quelques temps. Je l'adore, vraiment c'est une crème paillot, elles sont hyper bonnes, donc c'est parfum fleur de lotus, vraiment elles sont trop bonnes. Ça, les crèmes pour les mains, vous pouvez pas savoir à quel point j'aime ça. J'en ai une aussi, alors c'est pas une crème, c'est un masque à la lavande en plus de chez Rituals qui sent tellement bon, vraiment c'est une pépite ce truc. Bref, je vais arrêter de trop blablater pour rien. Aujourd'hui on est là pour que je vous partage un petit peu du coup ce qui se passe pendant ma grossesse, comment je vis ma grossesse, quels sont mes symptômes, voilà jusqu'ici, et puis comment j'envisage la suite parce que si du coup vous n'avez pas vu ma vidéo précédente et je vous recommande du coup d'aller la voir pour bien comprendre, je suis actuellement au chômage donc c'est pas la situation que j'avais rêvé à la base, enceinte et au chômage, c'était pas du tout ça que j'avais prévu. J'avais la situation et le parcours PMA a fait que je ne l'ai plus eu au final. Mais bref, je vous laisse aller voir
aller checker cette précédente vidéo pour mieux comprendre. Donc déjà aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que je suis actuellement à 18 semaines aménorrhée au moment où je filme cette vidéo, mais je crois que je serai sur la fin de ma 19e voire à 20 semaines aménorrhée quand cette vidéo sortira. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est que ces fameuses semaines aménorrhées, moi je sais que j'en avais jamais entendu parler, enfin ou peut-être mais j'avais pas fait attention plus que ça. J'ai été hyper perdue quand au tout début j'ai inscrit du coup ma grossesse sur des petites applications sur mon téléphone pour suivre ma grossesse semaine par semaine. Par exemple il y a une super application pour ça qui s'appelle Grossesse Plus. Si jamais vous êtes enceinte actuellement ou vous êtes en projet bébé, il y a cette application qui permet de voir toutes les semaines l'évolution de votre bébé, tout ce qui se passe pour lui en fait dans votre corps et puis tout ce qui se passe pour vous aussi en termes de changements hormonaux etc. avec plein d'outils. Donc là par exemple aujourd'hui on est à 18 semaines, voilà on a le bébé ici, voilà vous pouvez regarder un petit peu tout, vous avez le poids, la taille en bas et donc vous avez ça vraiment toutes les semaines tout au long de votre grossesse en fait, donc je trouve ça vraiment trop chouette. Vous avez aussi plein d'outils différents, vous pouvez faire votre liste de naissance sur l'application, vous avez tout un tas de sélections de prénoms, vous pouvez faire votre liste de prénoms, vous pouvez voir aussi la taille de votre bébé, donc là par exemple actuellement c'est une grappe de raisin, voilà. Vous pouvez enregistrer des photos de votre ventre, vous pouvez suivre votre poids, indiquer vos rendez-vous, les tâches que vous avez à faire, etc. Compteur de coups, oh j'avais zappé cette fonction, oh génial, ok je vais le faire. Compteur de coups, ensuite pour les contractions pour le début du travail vous en avez aussi, vous pouvez mettre votre projet naissance, votre sac de maternité, enfin bref c'est une super application qui fonctionne sur la base d'un abonnement annuel je crois et ça coûte vraiment pas cher, je crois que j'avais dû payer genre 15 € maximum pour avoir ça sur un an complet. Évidemment pas sponsorisé du tout, je vous donne juste le bon plan. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que là je suis actuellement à 18 semaines aménorrhées. Les semaines aménorrhées du coup si vous ne savez pas ce que c'est juste en fait partie du principe que vous avez les semaines de grossesse, donc par exemple vous êtes enceinte de 4 semaines de grossesse, donc vraiment réellement en réalité vous êtes enceinte de 4 semaines, mais les médecins étant donné qu'ils parlent en semaines aménorrhées vous rajoutez toujours 2 semaines supplémentaires. Donc si vous êtes enceinte de 4 semaines, donc 4 semaines de grossesse, ça équivaut à 6 semaines aménorrhées. 6 semaines aménorrhées c'est qu'en fait les médecins vont compter à partir, ils vont comme compter à partir de vos règles en fait, puisqu'il y a les fameuses 2 semaines, alors en plus c'est un peu bête je trouve parce que l'ovulation chez les femmes ne se fait pas, enfin chez toutes les femmes ne se fait pas forcément exactement 2 semaines après les règles, mais bref en gros ils comptent de cette façon. En fait je crois que quand on parle de semaines aménorrhées c'est le fait de ne pas avoir ces règles en fait, donc c'est pour ça qu'on compte à partir de vos dernières règles et combien de temps s'est écoulé sans règles en fait du coup, voilà. Donc moi actuellement je suis donc comme je vous le disais à 18 semaines aménorrhées, voilà actuellement. Je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo quelque part à l'image pour que vous puissiez voir comment est mon ventre actuellement. Franchement j'ai un ventre qui pour l'instant est encore très discret, il a tout juste commencé à se voir, le matin il est presque inexistant, mais voilà c'est marrant de voir un petit peu cette évolution et j'ai trop hâte de voir la suite. Mais du coup pour reprendre un petit peu du début, donc le début de grossesse pour moi c'est fait le 3 décembre, donc le transfert de l'embryon ça a été fait le 5 décembre, mais l'embryon était congelé à J2, donc à 2 jours, et du coup vous enlevez ces 2 jours au 5 décembre, ce qui nous emmène au 3 décembre. Donc là du coup de début décembre jusqu'à début mars j'étais dans mon premier trimestre, donc les 3 premiers mois de grossesse. Ça a été pour moi extrêmement long parce que j'ai eu beaucoup de symptômes, vraiment pas facile, je vais y revenir juste après. Avec mon chéri on avait évidemment décidé de continuer à garder le silence, donc on en avait parlé à personne, alors pour le coup il n'y a pas une seule personne qui a été mise au courant de ma grossesse avant que la T1 soit passée. On voulait vraiment attendre la T1 pour être sûr que le bébé soit en forme, qu'il n'y ait pas de problème particulier, voilà, qu'il se développe bien, etc. Et que le plus gros risque de fausse couche soit passé. On voulait vraiment attendre ce moment-là avant d'en parler à nos proches. Donc de début décembre à fin février, on ne l'a annoncé à personne. Donc ça a été extrêmement lourd pour moi, mais je vais y revenir. Et donc du coup, j'étais effectivement enceinte avant Noël. J'ai appris le 16 décembre que j'étais enceinte, que du coup le transfert avait très bien fonctionné. Je vous en ai parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Du coup j'ai passé les fêtes de Noël en étant très stressée parce que du coup c'était tout nouveau. Il y a la peur aussi que ça ne s'accroche pas, que ça n'évolue pas, et puis il faut aussi commencer à bien faire attention à ce qu'on mange. Et juste avant Noël
Noël, c'est pas évident, donc j'ai pas mangé grand chose sur tous les repas de Noël que j'ai fait. Donc déjà il y a eu ça, et ensuite quelques jours après Noël, je crois qu'on est parti le 27 décembre, on est parti avec ma belle famille dans une station de ski dans laquelle on se rend tous les ans, donc c'est vraiment une tradition familiale dans la famille de mon chéri. Ils s'y rendent vraiment depuis que mon chéri est tout petit, et moi du coup fait quelques années que je vais avec eux tous les ans maintenant. Donc on y est allé la semaine du Nouvel An, c'était une super semaine, mais du coup je n'ai pas skié cette année, ce qui a du coup mis un peu la puce à l'oreille à tout le monde, parce que normalement je skie toujours, même si j'ai un niveau nul en ski, vraiment pas terrible, et que j'aurais bien besoin de prendre des cours de nouveau. Je skie quand même tous les ans parce que j'adore ça, et hormis ça, ça a été difficile de le cacher parce que du coup en fait mes premiers gros symptômes ont commencé à apparaître cette semaine-là. Donc quand on est parti, j'étais à 5 semaines aménorrhée, donc 3 semaines de grossesse réelle. Donc j'étais vraiment au tout début, donc déjà avec mon chéri du coup on était quand même très stressés parce qu'on avait beaucoup de routes, même si les médecins nous ont donné le feu vert, il n'y avait aucun souci, aucune contre-indication pour ne pas prendre la route. Voilà, sachez-le si jamais vous avez de la route à faire, surtout en début de grossesse, comme mes médecins nous l'ont dit en fait, si ça doit s'accrocher, ça s'accrochera, si ça ne doit pas s'accrocher, ça ne s'accrochera pas, que on prenne la route ou pas, en fait ça n'y changera rien du tout. Donc voilà, on était quand même stressés malgré tout par le trajet, et puis par le fait qu'on allait passer une semaine avec ses parents, ma belle-sœur, la tante, l'oncle, le cousin, les cousines, etc. de mon chéri, qu'il allait falloir réussir à cacher ça, sachant que de son côté, tout le monde était au courant de notre situation, de notre parcours PMA, donc on savait qu'ils étaient très à l'affût et qu'ils seraient très attentifs au moindre signe de grossesse potentielle, même si on savait aussi qu'ils n'oseraient pas trop se faire de faux espoirs non plus, donc on a essayé de jouer là-dessus. Mais voilà, ça n'a pas été super évident de le cacher, étant donné les symptômes qui commençaient à arriver. On a eu aussi du coup une petite frayeur, donc ça va être des infos que je vous partage pour vous rassurer, pour vous dire voilà un petit peu comment ça peut se passer, pour que vous ne paniquiez pas comme moi si jamais ça vous arrive. Mais du coup donc j'étais, je le rappelle, à 5 semaines aménorrhée, j'allais sur la 6e, donc entre 3 et 4 semaines de grossesse réelle, et donc le lendemain de notre arrivée en fait j'ai constaté des saignements. Donc j'ai appelé mon chéri en urgence, en panique, heureusement il était pas loin, et puis il s'était arrêté manger à ce moment là, donc il était dispo, il a pu me répondre. Il est arrivé très vite et on a été du coup au centre médical, il n'y a pas d'urgence d'hôpital là-bas, c'est vraiment un centre médical. On leur a expliqué qu'il y avait des saignements. Au début ils nous ont dit qu'ils étaient pas sûrs de pouvoir faire quelque chose pour nous parce que du coup c'était trop petit, donc ils pouvaient rien voir encore avec leur appareil qui n'était pas assez puissant, mais qu'ils allaient tenter quand même. Et après un petit moment d'attente, on a vu que tout allait bien. On a vu du coup le sac, on a vu du coup l'embryon, donc c'est vraiment un grain de riz qu'on a vu, et on a pu apercevoir à côté, ça fait bizarre mais c'est vraiment les tout premiers battements du cœur, donc c'est vraiment impressionnant, on s'attendait pas du tout à voir ça. Et le médecin qui nous a reçus, qui était toute jeune, qui à mon avis sortait d'études, enfin depuis peu en tout cas, et elle était tellement heureuse de voir ça, elle nous a dit que c'était la première fois qu'elle voyait ça si tôt et qu'elle était super contente en fait d'avoir pu le voir. Il n'y avait pas de décollement, il n'y avait rien du tout, il était très bien accroché, il n'y avait aucune irrégularité, tout allait bien. Et en fait on m'a expliqué que du coup c'était très certainement des saignements d'implantation. Donc j'avais entendu parler des saignements d'implantation évidemment, mais je pensais que les saignements d'implantation c'était uniquement les jours qui suivaient du coup le rapport ou le transfert, le temps en fait que vraiment l'embryon fasse sa place, mais en fait ça peut durer sur plusieurs semaines. Donc si jamais vous constatez de petits saignements, je vous parle pas de saignements abondants comme des règles, mais vraiment des petits saignements, de petites traces quand vous allez aux toilettes ou quoi, allez consulter quand même. C'est toujours important d'aller consulter parce qu'on sait jamais. Mais tout le long du trajet et de l'attente jusqu'à ce qu'on vous donne une réponse fixe, essayez de vous rassurer et dites-vous qu'il y a de très fortes chances pour que à ce stade-là, ce soit simplement des saignements d'implantation et que tout aille bien. Mais par contre, allez consulter quand même. Donc voilà, première frayeur et aussi du coup première échographie. Ça fait vraiment très bizarre. Enfin, deuxième si ne compte pas celle du parcours PMA. D'ailleurs, je vous ai même pas expliqué comment s'était fait le transfert au final sur la vidéo précédente. Pour vous expliquer brièvement, le transfert en fait, donc on est dans une salle vraiment comme chez la gynéco. Donc nous pour le coup on était à l'hôpital et donc du coup sur une table d'auscultation, donc vraiment dans une position gynécologique en fait. Et j'ai eu mon chéri qui du coup me faisait l'écho, donc c'est à dire qu'il avait vraiment la machine, j'ai pas le mot, j'aurais dû aller regarder, mais en gros il avait la machine pour faire passer l'écho donc sur mon ventre, donc on voyait, et c'est lui qui tenait du coup ce truc pendant que la gynéco elle était en train de réaliser le transfert. Donc on a vraiment vu avec cette échographie l'embryon en fait qui était du coup dans le petit tube, la petite aiguille, être déposé en fait dans l'utérus, et du coup on l'a vu flotter quoi. C'était hyper beau à voir et honnêtement c'est le seul moment d'un parcours PMA où on peut se sentir un peu privilégié parce qu'on voit quelque chose que les autres ne voient pas. On peut se sentir un peu chanceux dans notre malheur à condition que ça fonctionne évidemment, mais c'est vrai que c'était un moment extrêmement émouvant, et donc c'était en soi la toute première écho du bébé qu'on a faite, mais voilà, la première officielle quand même c'est celle
hôtel, à cette station de ski. Donc on a été extrêmement rassurés évidemment justement ce jour-là. Ascenseur émotionnel de dingue parce qu'on s'est dit ça y est, l'aventure s'arrête là pour nous. Et en fait non. Donc énorme soulagement. Donc si jamais ça vous arrive, dites-vous que ça peut être normal, qu'il y a de grandes chances pour que ce le soit, tant qu'en fait vous n'avez pas de grosses douleurs et de saignements abondants, donc vraiment comme des règles, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi à chaque fois que ça m'est arrivé, parce que ça m'est arrivé une deuxième fois, je vais vous raconter, je pète un câble. Donc mais j'espère que le fait que vous sachiez ça, ça pourra au moins vous aider à vous apaiser au moins un petit peu le temps de l'attente et le temps que vous ayez une réponse. Si jamais ça vous arrive, parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais aucun saignement de toute la grossesse et c'est bon aussi. J'ai ma lumière qui m'a lâché pendant que j'étais en train de parler. C'est possible qu'il y ait un petit changement de luminosité, je me rends pas compte, j'ai l'impression que c'est un peu plus violent que tout à l'heure quand même. Donc voilà, si jamais vous êtes confronté à des saignements, ça peut être normal, donc j'espère que le fait de savoir ça, si jamais vous y êtes confronté, ça peut vous rassurer un petit peu, sachant que comme j'étais en train de le dire avant que ma lumière me lâche, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que toutes les femmes ne vont pas non plus avoir de saignements d'implantation, et ça veut pas dire que ça n'a pas fonctionné ou que ça n'a pas pris, pas du tout. C'est vraiment limite aléatoire, j'ai envie de dire en fait, d'une femme à l'autre et même d'une grossesse à l'autre je pense. Donc ça c'était pour le mois de décembre, la toute première écho. Au mois de janvier on a fait l'écho de datation, donc je crois que maintenant, en fonction de quand est-ce que vous découvrez votre grossesse, mais si vous la découvrez au tout début, normalement on vous propose une échographie de datation qui vise du coup à vérifier que l'embryon est bien accroché et qu'il est bien accroché dans la cavité utérine en fait, et qu'il n'est pas accroché dans un de vos ovaires par exemple, et que du coup on n'est pas sur une grossesse extra-utérine qui malheureusement du coup n'est pas viable, et que d'ailleurs si on la découvre trop tard ça peut être extrêmement dangereux pour votre santé. Mais bref, je vais pas vous faire flipper. Mais voilà, ça c'est juste un petit contrôle pour vérifier qu'on est bien en fait tout simplement sur une grossesse évolutive et pour essayer de déterminer de quand date le début de grossesse. Donc dans mon cas, effectivement ça n'a pas été compliqué du tout. Avant même de faire cette écho de datation, on savait déjà de quand était le début de grossesse puisqu'on a fait un transfert avec un embryon congelé, donc on avait exactement les données. Mais sur une grossesse naturelle, c'est pas évident de savoir concrètement quand est-ce que ça a pris et donc quand est-ce que la grossesse a démarré. Donc cette écho de datation elle est là pour ça, et c'est aussi du coup ce qui va déterminer à peu près votre date de terme. Donc ça c'était un moment super aussi parce que c'est là en général où vous pouvez entendre les premiers battements de cœur. Donc sur la première écho qu'on a fait, c'était beaucoup trop tôt pour entendre les battements du cœur, mais sur une écho de datation en général les médecins vous font écouter les battements de cœur. Je crois qu'il y a certains médecins qui ne le font pas, mais nous ils nous ont même pas posé la question, en fait ils l'ont fait tout simplement, donc voilà. Et c'est un moment extrêmement émouvant, donc on a encore versé notre petite larme avec mon chéri comme sur l'échographie précédente à la station de ski. C'est vraiment de super moments. Ça c'est vraiment des moments incroyables quoi. Ensuite en février du coup on a commencé nos rendez-vous mensuels avec la gynéco, c'est-à-dire que depuis février j'ai un rendez-vous tous les mois avec ma gynécologue. Donc parce que mon chéri m'accompagne évidemment, on a un rendez-vous tous les mois avec la gynécologue, donc elle me fait faire une petite échographie pendant ces rendez-vous là et puis elle s'assure que je vais bien, que je prends le bon poids, que j'ai pas de problème particulier. Elle me prescrit les ordonnances aussi pour faire les analyses médicales qu'il faut réaliser, donc notamment analyse test urinaire et puis test sanguin aussi. Elle me fournit voilà ces papiers là et puis on va préparer ensemble. Là par exemple la dernière fois on a parlé de la maternité dans laquelle j'allais accoucher, puis après ce sera le projet de naissance, etc. Enfin bref, je vais aussi bientôt être suivie, enfin bientôt, dans un mois et demi quand même, dans 2 mois même, par une sage-femme pour tout ce qui va être préparation à l'accouchement, l'allaitement, etc. Mais voilà, là pour l'instant depuis le mois de février j'ai commencé mes rendez-vous mensuels avec la gynéco, et on a aussi eu au mois de février du coup la fameuse T1. Donc la T1 c'est l'échographie du premier trimestre qui vise ici à vérifier le bon développement du bébé. On vient mesurer lui, voilà, est-ce qu'il grandit bien, est-ce qu'il se développe bien, regarder un petit peu ses organes, on va essayer de déterminer s'il n'y a pas d'anomalie. Donc là pour le coup c'est une échographie qui dure un petit peu plus longtemps que l'écho de datation parce qu'on vient vraiment prendre plusieurs mesures, et on entend beaucoup parler notamment de la clarté nucale. Donc la clarté nucale c'est en fait au niveau de la nuque tout simplement, on vient mesurer l'épaisseur de la nuque si je ne dis pas de bêtises pour voir du coup s'il y a un risque ou non de trisomie 21, et donc cette mesure elle va être combinée à un test sanguin que vous allez faire dans la foulée de cette échographie. Donc là je parle vraiment du coup pour les femmes qui ne connaissent pas, mais si voilà vous êtes déjà passé par là vous savez, et du coup c'est combiné à un test sanguin, et ces données, donc le test sanguin plus la clarté nucale et les autres mesures qui sont prises en fait pendant cette échographie vont vous donner un score pour déterminer le nombre de risques qu'il y a d'avoir une trisomie 21 ou non. Donc ce score il vous est délivré de la manière suivante, donc déjà c'est votre médecin qui vous le donne, pas le laboratoire directement, enfin pour
notre cas en tout cas. Et du coup en fait ça va être un score, par exemple pour une femme de mon âge, donc 25 ans, sans trop de soucis, enfin voilà, particuliers. Moi mon score il a été un peu diminué parce que je suis en parcours PMA, donc c'est un peu différent, mais je crois que de toute façon en général le score ça va être de 1 sur 1200. Voilà, donc ça vous fait vraiment 1 sur 1200, et 1 sur 1200 ça veut dire que vous avez une chance sur 1200 pour que le bébé ait la trisomie 21, ou une des trisomies, ou je crois juste la trisomie 21 qui est mesurée, je ne sais plus exactement. Donc voilà, donc nous on s'est retrouvés avec un score de 1 sur 1450, donc en soi on était dans les taux, mais pour se rassurer on a décidé de faire la prise de sang des PNI. La prise de sang des PNI du coup c'est une prise de sang qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale si c'est vous qui décidez de la faire. Si elle doit être réalisée parce que vous avez un score assez faible, donc par exemple vous avez un score de 1 sur 500, donc une chance sur 500 que votre enfant soit porteur de cette pathologie, là effectivement ils vont vous faire cette prise de sang des PNI et elle sera entièrement prise en charge par la sécurité sociale. Mais pour les couples qui sont dans les bons taux, c'est juste une volonté en fait de se rassurer, et donc du coup c'est pas pris en charge. Notre gynéco elle nous a quand même poussé à le faire, elle nous a dit qu'elle bataillait un petit peu pour que ce test soit vraiment fait à tous les couples et qu'il soit pris en charge à 100%, mais étant donné que ça coûte cher, voilà, on va dire que pour la sécu, ces tests là, elle nous a dit le test sanguin de base ça va coûter genre une trentaine d'euros, alors que ça coûte plus de 400 euros en fait le DPNI. Donc forcément pour l'instant en tout cas c'est pas pris en charge pour les couples qui n'ont pas de soucis a priori. Donc nous on a décidé de le faire malgré tout. À savoir que si vous décidez de le faire, il y a certaines mutuelles qui peuvent vous rembourser. Alors à 100% je ne sais pas, nous on a été remboursé de la moitié. On a été remboursé de 200 euros. Je crois que c'est passé sur, vous savez, un peu tout ce qui concerne la médecine douce, donc tout ce qui est ostéopathie, etc. On a un budget de 200 euros par an pour ces visites-là, et je crois que c'est passé dessus. Donc on a pu être remboursé quand même à hauteur de 200 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Donc si jamais, renseignez-vous, si jamais vous aussi vous avez cette envie d'être rassuré, c'est possible de le faire. Donc évidemment, donc nous on a été soulagés, on se doutait du coup vu les résultats qu'on avait, mais on a été soulagés d'apprendre que voilà, il n'y avait pas de risque, que tout allait bien, aucune trisomie détectée, donc voilà, donc ça c'est déjà très chouette, c'est une très bonne nouvelle. Mais voilà, en tout cas pour l'instant de décembre, donc du début de la grossesse jusqu'à maintenant, il n'y a pas énormément de rendez-vous en fait. Au tout début de votre grossesse, dites-vous bien que vous avez juste l'échographie de datation, peut-être un rendez-vous avec votre gynécologue, et ensuite vous attendez la T1. Donc c'est extrêmement long, franchement je trouve ça très long, surtout après un parcours PMA où on a eu l'habitude d'avoir des rendez-vous tous les 2 jours avec les médecins. C'est très perturbant d'être lâché comme ça du jour au lendemain un peu dans la nature, de ne plus avoir tant de rendez-vous, alors qu'en fait vous avez qu'une crainte, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pas facile à vivre, mais voilà, il y a pas trop le choix quoi. Après si vraiment vous avez des inquiétudes, vous pouvez toujours contacter votre gynéco, prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, ou aller directement aux urgences pour les cas les plus sérieux. Et donc pour ce qui est des symptômes du coup, donc là actuellement je n'ai plus vraiment de symptômes compliqués, mais le premier trimestre a été vraiment difficile. On va pas se mentir, le premier trimestre il a été très compliqué. Donc les premières semaines j'ai été assez tranquille, mais très vite je vous ai dit à 5 semaines aménorrhée, donc 3 semaines de grossesse, c'est pas très long quand même. J'ai eu les premiers symptômes qui ont été extrêmement violents, donc j'ai eu directement des nausées, mais waouh, vraiment des nausées extrêmement violentes, avec du coup pas mal de vomissements. Voilà, ça m'est déjà arrivé du coup de rester bloquée des heures et des heures et des heures au lit, à ne pas pouvoir me lever, à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir boire, à rien faire, parce que le moindre mouvement de mon corps en fait j'allais vomir. Donc vraiment ça n'a pas été évident, donc des nausées très fortes, des vomissements. J'avais aussi une fatigue monstre, mais ça n'a pas été pour moi la fatigue dont on m'a parlé. Donc si jamais il y a des femmes qui se reconnaissent là-dedans, je suis preneuse, parce que moi à chaque fois qu'on parlait de fatigue pendant le premier trimestre de grossesse, c'était vraiment la fatigue où limite en fait on somnole et il faut absolument qu'on aille faire une sieste. Moi c'était pas ça, c'était pas du tout ce genre de fatigue là, c'est juste que peu importe ce que je faisais, au bout de 20 minutes environ, bon si je faisais une activité plus calme, genre lire, ça allait mettre plus de temps, mais entre 20 minutes et 45 minutes je dirais en fonction de l'activité, en fait j'avais comme une énorme chute de tension et il fallait que je coupe ce que j'étais en train de faire, que j'aille m'allonger sans écran, et bon en général je finissais par m'endormir, mais j'avais pas ce besoin spécifique de dormir, mais juste de repos, pas forcément vraiment de sommeil, mais juste de repos, d'être allongée, de me mettre totalement au repos. Et du coup c'était pas évident parce que je pouvais rien faire du tout. Si je marchais 20 minutes, je ne tenais pas, genre une demi-heure dans les magasins, c'était mon max. Donc au début, en partant de chez moi, j'étais en forme parce que j'étais reposée, je disais à mon chéri « Ah, je veux qu'on aille faire tel magasin, je veux qu'on aille faire ça, et au final, encore les pubs, pas grave, et au final en fait, je pouvais juste faire un seul magasin et j'étais
TK ou quoi. Donc c'était un peu un running gag avec mon chéri quand je lui disais ah je vais faire tel truc, tel truc, tel truc. Il me disait attends, déjà on va faire ça et on verra. En termes de symptômes, ça s'arrête pas là, évidemment j'avais aussi tous les jours des maux de tête. Et alors ça a dépassé le premier trimestre. Ça m'a duré jusqu'à il y a une semaine, je dirais même moins d'une semaine. Donc je suis même pas sûre encore que ce soit vraiment fini. Mais j'avais vraiment des maux de tête tous les jours et en fait avant même ma grossesse je pense que c'était peut-être lié à mon cycle, je ne sais pas, mais j'avais très souvent des maux de tête qui partaient de mes yeux en fait, c'est à dire que je commence à avoir très mal aux yeux et ensuite ça se diffuse là comme ça sur les côtés, ça va me faire une barre là et puis ensuite ça me prend tout le crâne, c'est insupportable. J'ai pas d'aura visuelle mais par contre c'est vraiment une douleur insupportable qui ne passe pas. Peu importe que je vais prendre du Doliprane, que je vais me coucher et dormir, en général je me réveille quelques heures après avec la même migraine, à part si j'ai vraiment fait une nuit complète et que j'ai bien récupéré, là ça passe, mais voilà, c'est vraiment très douloureux et j'avais ça tous les jours. Donc ça n'a pas été évident du tout non plus. J'ai consulté, j'en ai parlé à mon médecin seulement il y a 2 semaines et elle a pris ma tension etc pour vérifier parce que souvent quand on a des maux de tête à répétition comme ça et très violents, ça peut être le signe d'une prééclampsie, donc il faut surveiller. Si vraiment vous avez des maux de tête violents tous les jours, vraiment parlez-en à votre médecin. Bon, moi a priori il n'y a pas de problème particulier. Elle m'a dit que c'était assez courant chez certaines femmes enceintes et que en général ça s'estompait vers la 20e semaine de grossesse ou aménorrhée. Je dirais aménorrhée puisque les médecins parlent en aménorrhée. Mais du coup voilà, pour ce qui est de mon cas, je dirais que ça s'est arrêté du coup autour des 17 semaines d'aménorrhée. Et du coup tant mieux parce que je vous promets c'était vraiment pas agréable. Et puis ensuite le classique dégoût pour certaines odeurs, je ne vous explique même pas. Alors ça pareil, par contre je pensais que ça me durerait toute la grossesse et en fait ça a disparu avec le premier trimestre. Mais tout le long du premier trimestre il y avait des odeurs qui allaient me faire vomir directement. Donc tout ce qui était odeur de fromage, tartiflette, raclette, donc moi qui adore ça à la base je ne pouvais plus en manger. Déjà j'avais énormément de mal à manger des plats chauds, déjà j'avais du mal à manger tout court, mais des plats chauds encore plus, mais alors tout ce qui était raclette, tartiflette je vous explique même pas. Donc pendant mes vacances au ski ça a été un petit peu compliqué à gérer et puis par la suite aussi après sur des repas en famille ou quoi j'ai des petites anecdotes, je raconterai pas ici parce que trop long, mais avec un dégoût pour les odeurs vraiment très prononcé. Je ne supportais pas le parfum de mon chéri et encore j'ai le parfum d'une copine que vraiment j'essayais de me tenir le plus loin d'elle possible parce que son parfum m'horripilait au plus haut point, vraiment bien pire que celui de mon chéri. Il était extrêmement fort et c'est une sensation vraiment, je m'attendais pas à ça, mais ça emplit toutes les narines et vraiment ça obsède, c'est obsédant, c'est horrible, vraiment c'est pas du tout agréable je trouve. Et du coup la pauvre j'essayais de la fuir un max quand on se voyait alors qu'elle était même pas au courant que j'étais enceinte, donc quand elle me parlait et qu'elle voulait se rapprocher de moi pour discuter toutes les deux, j'étais là genre wow. Non vraiment c'est pas agréable, c'est pas un kiff ce truc. Et par contre je m'attendais à vivre ça tout au long de ma grossesse et en fait non, ça a disparu là il y a quelques semaines avec le premier trimestre et j'ai appris du coup après en parlant avec ma mère quand je lui ai annoncé ma grossesse que elle avait eu la même chose quand elle était enceinte de moi et de ma soeur et que pareil ça s'était arrêté au 2e trimestre en fait. Donc voilà, j'étais pas renseignée sur le fait que je sais pas pourquoi, j'étais vraiment convaincue que ça restait tout au long de la grossesse en fait, alors que pas du tout. Donc voilà un petit peu du coup pour les symptômes que j'ai eu tout au long de mon premier trimestre. Je sais qu'il y a vraiment pire, genre ma belle-sœur pour ces 2 grossesses ça a été bien plus compliqué. Donc j'ai quand même eu relativement de la chance, même si franchement ça a été compliqué parce que je pouvais plus rien faire en fait. J'étais majoritairement allongée dans mon canapé, je ne supportais plus d'ailleurs d'être dans mon canapé, je supportais plus mon canapé. Et puis voilà, dès que j'essayais de faire la moindre activité, je vous dis même lire, c'était compliqué. J'avais tout le temps envie de vomir, des nausées vraiment très fortes, je vomissais souvent. Et puis voilà, juste une fois, je me souviens, hein, j'ai essayé de faire de la créa de contenu parce que ça me manquait. Et puis je me suis dit, quitte à être au chômage, à être enceinte et du coup à pas pouvoir retrouver du boulot là actuellement, bah, autant me focus sur la création de contenu à fond, donc comme je compte le faire là maintenant et jusqu'à la fin de ma grossesse. Sauf qu'en fait je pouvais pas. Je me suis assise 20 minutes sur mon ordi, ça m'a tourné la tronche comme pas possible, énorme chute de tension. Je dis que c'est une chute de tension, ça se trouve ça n'en était pas une parce que bah, j'ai pas été chez le médecin à ces moments-là, donc ça n'a pas été, on me l'a pas certifié, mais c'est un peu le ressenti que j'avais, donc je vais dire chute de tension, mais ça n'a pas été genre diagnostiqué. Mais donc voilà, je me suis mis 20 minutes sur mon ordi, grosse chute de tension, et après je n'ai plus rien faire. Donc j'ai même pas retenté l'expérience parce que je savais que je pouvais rien faire, c'était trop compliqué. Donc voilà du coup, pourquoi concrètement j'ai été absente des réseaux pendant tout ce temps, c'est parce qu'en fait vraiment j'étais malade. J'étais malade tout le premier trimestre. Donc du coup c'était extrêmement compliqué de faire quoi que ce soit. Voilà. Mais du coup, puisque je pouvais rien faire, je m'ennuyais énormément. Donc le premier trimestre ça a été extrêmement long
pour moi. Et le truc c'est que cet ennui, du coup, le fait de ne même plus avoir de routine, parce que voilà, genre mes petites morning routines ou tous ces petits trucs qui me faisaient plaisir, les petites activités plaisir, j'avais vraiment rien, je passais juste mon temps allongée sur le canapé et la télé me donnait mal au crâne, mon téléphone me donnait mal au crâne, donc vraiment je ne pouvais rien faire. Et ça a été très long parce que ça nourrit mes angoisses en fait, quand on se retrouve seule avec ses pensées, parce qu'évidemment la journée mon chéri partait travailler, donc quand on se retrouve toute seule avec ses pensées obsessionnelles intrusives qu'on peut avoir en début de grossesse, parce que voilà, on a peur de tout, on est à l'affût du moindre symptôme qui pourrait être anormal, il y a énormément de changements en plus qui se produisent dans le corps, donc on se pose énormément de questions. C'était hyper compliqué à vivre et franchement, pour le coup, autant mon parcours PMA, le fait d'en avoir parlé à personne, si c'était à refaire, je le referais. Je n'en parlerai à personne de la même manière. Parce que c'est vraiment ce qui m'a aidée et qu'au final, quand j'en ai parlé autour de moi parce que j'ai été hospitalisée, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo si vous ne l'avez pas vue, je l'ai mal vécu le fait d'en parler. Alors que là, par contre, pour la grossesse, le premier trimestre de grossesse, honnêtement, ça a été tellement difficile, tellement pesant, je sais que j'aurais eu besoin d'être accompagnée à ce moment-là. Je sais que j'aurais eu besoin, notamment des femmes de mon entourage qui ont déjà vécu une grossesse, donc genre ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur, des amis, enfin voilà, les femmes de mon entourage qui sont déjà passées par une grossesse, j'aurais vraiment aimé pouvoir me reposer un peu sur elles, leur poser des questions au besoin pour peut-être moins paniquer. Et même, je sais que j'aurais pu en parler, même avec mon père en fait, qui aurait réussi un peu à calmer mes angoisses. Et en fait, du coup, on a décidé de tenir jusqu'à la T1, donc c'est ce qu'on a fait. Mais pour le coup, si c'était à refaire, je le dirais dès l'échographie de datation qui confirme que la grossesse est évolutive. J'aurais au moins attendu cette échographie là, mais tu attends un mois maximum. Je pense que j'aurais pu tenir un mois, surtout avec les fêtes de fin d'année, mon séjour en montagne. Je pense vraiment que le garder pour moi pendant un mois, ça aurait été jouable. Par contre, le tenir jusqu'à la T1, ça a été beaucoup trop dur. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner si vous êtes actuellement au tout début de grossesse ou que vous êtes en projet bébé, c'est de ne pas vous mettre cette obligation de le garder pour vous tout le premier trimestre. C'est ce qui se faisait beaucoup à une période parce que du coup, le premier trimestre, on le sait, c'est là où il y a le plus de risques de fausses couches. Et donc du coup, les médecins eux-mêmes, genre mon médecin traitant, elle-même m'a dit que ça ne servait à rien d'en parler autour de moi, qu'il fallait pas que je me réjouisse de trop non plus. Franchement, ça fait pas plaisir à entendre et je m'en serais bien passée. De toute façon, on est quand même un minimum au courant, surtout en parcours PMA, de ce qui peut se passer pendant un premier trimestre. Mais c'est pas parce que votre médecin va vous sortir ça et que nos parents ou en tout cas vous avez des connaissances qui ont attendu les fameux 3 mois avant de l'annoncer que vous êtes obligé de le faire. Nous avec mon chéri on s'est vraiment senti obligé de le faire juste parce que, enfin pour ma part à la base parce que ma belle-sœur l'a fait et que du coup on voulait le faire aussi parce qu'on entendait que c'était plus sûr, parce que les 3 mois ceci, cela, machin. Et en fait il y a de plus en plus de personnes qui le disent dès le départ et qui au moins se disent que de toute façon si jamais il devait arriver un malheur, ces personnes là elles seraient entourées de leur famille qui les soutiendrait dans cette épreuve et que surtout que nous de toute façon on savait très bien que si jamais il y avait eu un problème, on en aurait parlé à nos proches, à notre cercle proche, nos parents, nos sœurs, voilà, on en aurait parlé. Donc en vrai, on aurait pu le dire plus tôt. Vraiment, on aurait pu le dire plus tôt. Je pense que peut-être que pour ma prochaine grossesse, je ferais différemment. Mais en tout cas, là, si c'était à refaire pour le coup, autant le parcours PMA, je ne changerais pas ma façon de faire, ma façon de gérer la situation. Autant le premier trimestre de grossesse, je ferais vraiment différemment. Donc je vous passe le petit mot si jamais ça peut vous servir, si jamais vous vous sentez obligé d'attendre les 3 mois parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire, parce que votre médecin vous a dit que c'était mieux comme ça. Non, pas du tout, c'est pas du tout une obligation, vous pouvez très bien en parler autour de vous et vous réjouir de la nouvelle aussi parce que mine de rien, ça reste un super moment et même si oui, c'est un petit peu, un petit peu une période stressante au vu des problèmes qu'on peut rencontrer à ce moment-là, ça reste aussi un bon moment. Et contrairement à ce que mon médecin traitant m'a gentiment dit, je pense qu'on a le droit de se réjouir aussi. Voilà, on a le droit de se réjouir, on a le droit d'en faire part à nos proches, on a le droit de vouloir être soutenu dans cette période aussi. Donc ne vous sentez pas obligé, si vous souhaitez en parler, ne vous sentez pas obligé d'en faire un secret d'état et de le cacher absolument. En plus de ça, le cacher pendant 3 mois à nos proches quand on a des symptômes, c'est vraiment pas évident. Nous avec mon chéri, j'étais tellement mal et on voulait tellement le cacher, enfin on voulait, en vrai non, mais on s'est senti je pense obligé de le faire, que du coup on n'a plus aucune interaction sociale non plus. C'est-à-dire que tout le premier trimestre jusqu'à ce qu'on commence les annonces, on ne voyait plus nos amis, on ne voyait plus nos familles parce que ça devenait trop compliqué à cacher parce que j'étais pas bien. Et du coup ça n'a pas été facile pour l'un comme pour l'autre psychologiquement non plus. Donc vraiment, si vous ne vous sentez pas de garder le secret pour vous, je vous recommande pas de le garder sous prétexte que c'est le premier trimestre, il faut faire attention
patati patata. Si vous voulez le dire, si vous voulez le partager, faites-le. Et donc nous voilà arrivés au deuxième trimestre depuis, je crois que le deuxième trimestre commence officiellement à 16 semaines aménorrhées, si je dis pas de bêtises. Donc en soi je crois que je suis tout juste entrée dans le deuxième trimestre. Mais donc voilà, la grossesse se déroule très bien, ce petit bout évolue très bien aussi. Il se fait sa place petit à petit, on a quand même eu une grosse frayeur il y a 2 semaines. J'ai encore eu un épisode de saignement, donc on est allé directement aux urgences et alors pour vous dire les choses tout de suite, tout va bien. Tout va extrêmement bien en fait. C'était des saignements assez légers. Moi j'ai eu extrêmement peur, mais ça restait des saignements légers. J'avais pas de douleur au ventre, donc voilà, on a quand même été consulté aux urgences. Moi je me suis fait une frayeur comme pas possible, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait à l'écho, on a vu que tout allait bien, il n'y avait aucun décollement, le bébé bougeait. Activité cardiaque normale, enfin tout allait bien, aucun décollement, aucun souci au niveau du col, aucun souci au niveau du placenta, vraiment rien. Tout allait parfaitement bien, aucune infection non plus, parce que des fois ça peut être une petite infection vaginale, ce genre de choses. Rien du tout, tout allait bien. Donc encore une fois, si jamais ça vous arrive, sachez que c'est très courant en fait, je ne le savais pas, mais on m'a expliqué du coup, les médecins m'ont expliqué du coup que c'était très courant, qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des épisodes de saignement tout au long de leur grossesse, pas seulement les saignements d'implantation, mais tout au long de la grossesse, parce que en fait le col est tellement irrigué de sang, il est très fragile et du coup il peut arriver qu'il y ait des petits saignements. Ce jour-là, j'avais porté une charge un peu plus lourde que d'habitude, donc on s'est dit que ça pouvait peut-être être dû à ça. Les médecins peuvent pas le confirmer parce qu'en fait on peut pas savoir, peut-être que c'est arrivé parce qu'effectivement j'ai porté une charge lourde, ou peut-être que ce serait arrivé quand même, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien de grave, il n'y a même pas besoin de se reposer ou quoi derrière s'il n'y a pas de décollement placentaire ou ce genre de choses. C'est rien, c'est juste le col qui est tellement irrigué de sang que du coup bah ça peut arriver qu'il y ait des petites pertes. Donc encore une fois, si ça vous arrive, j'espère que le fait que vous soyez informé de ça va réussir à un petit peu vous apaiser, au moins le temps que vous ayez une réponse, mais allez consulter quand même, c'est toujours mieux. Nous les médecins nous le disent à chaque fois, vous avez bien fait de venir. De toute façon les médecins vous le disent, au moindre truc suspect il faut aller consulter, ne serait-ce que pour vous psychologiquement c'est hyper important. Donc si vous saignez un petit peu, allez consulter, mais essayez de ne pas faire comme moi, essayez de garder votre calme. À partir du moment où vous n'avez pas de très grosses douleurs insupportables et que vous n'avez pas une énorme perte de sang, vraiment genre comme des règles, voire plus, voilà, ça peut, il y a de très grandes chances pour que ce ne soit pas inquiétant, que ce soit rien de grave, mais allez consulter quand même. Et donc concernant du coup mes symptômes au deuxième trimestre, pour la plupart ils ont disparu, c'est-à-dire que je n'ai plus de nausées du tout, je crois que j'ai dû avoir 2 mini nausées depuis, je n'ai plus eu aucun vomissement, je ne suis plus dérangée par les odeurs, bon à part les odeurs de tabac par exemple, mais bon bah ça même avant une grossesse, l'odeur de tabac froid c'est pas agréable, même pour quelqu'un comme moi qui fumait. J'ai beaucoup plus d'énergie, donc voilà, je peux aller un peu flâner dans les magasins. Bon après ça me tire vite dans le bas du ventre quand je m'active trop, mais hormis ça j'ai plus de fatigue, j'ai plus de chute de tension, je peux reprendre ma vie quotidienne, je peux me remettre sur les réseaux, je peux reprendre mes routines, je peux faire vraiment des activités qui me plaisent, qui me font du bien, et je n'ai plus mal à la tête comme je vous le disais. Donc vraiment c'est un bonheur parce que là les choses sont rentrées dans l'ordre et du coup je peux reprendre ma vie comme elle était, et vraiment du coup c'est hyper agréable. Alors j'ai quand même des soucis au niveau du transit, donc constipation et alternation avec diarrhée, ça c'est le côté vraiment pas classe du tout, désolée, mais on est très nombreuses à y passer, donc à un moment faut lever le tabou. Et comme ça en vrai, enfin c'est pas que ça me dérange pas, c'est pas évident, mais étant donné que j'ai très certainement enfin d'après mon médecin, mais ça n'a pas encore été confirmé par un gastro-entérologue, le syndrome de l'intestin irritable, je suis habituée en fait depuis maintenant je dirais 5 ans quand même, depuis maintenant 5 ans, je suis habituée à avoir ces problèmes de constipation alternés avec des épisodes de diarrhée, donc ça change pas de mon quotidien depuis 5 ans j'ai envie de dire, mais c'est quand même désagréable. Mais hormis ça, en termes de symptômes, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un peu plus envie d'uriner, mais franchement pour l'instant ça va, c'est pas non plus ingérable, sachant que ça aussi, cette envie fréquente d'uriner, c'est assez courant chez moi, donc ça me change pas trop non plus la vie. En termes de symptômes, voilà, pas grand chose, franchement ça va. Je suis très contente de pouvoir reprendre une vie normale parce que là vous voyez depuis que ça va mieux et que je peux être de nouveau active, faire ce que j'aime, des activités qui me font du bien et tout, je suis moins stressée parce qu'en fait je suis moins focus sur toutes mes pensées intrusives et c'est bien mieux pour moi et bien mieux pour le bébé aussi évidemment, et les journées passent beaucoup plus vite, c'est-à-dire que je suis pas là à compter chaque jour, chaque heure, chaque minute qui me sépare de la prochaine échographie. Ça reste long entre chaque écho je trouve, donc c'est pas tous les jours facile, il y a aussi évidemment des jours avec et des jours sans quand même, mais d'un point de vue vraiment psychologique je me sens quand même beaucoup mieux que pendant le premier trimestre, et je sais que c'est aussi en partie parce que là par exemple je peux me remettre la tête dans mes réseaux, avoir des objectifs, préparer mes contenus, faire ce que j'aime en fait,
et ça me fait un bien fou. Et ça nous emmène d'ailleurs au dernier point de cette vidéo et de cet ensemble, cette partie de vidéo qui va être du coup qu'est-ce que je compte faire là de ma vie, qu'est-ce que je compte faire de mes réseaux sociaux, qu'est-ce que je compte faire de mon business. Je vais tout vous expliquer du coup dans cette troisième partie. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement et depuis un certain point dans mon parcours PMA, je me retrouve au chômage. Donc c'est pas quelque chose qui est évident parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu dans ma vie en fait. Faut dire ce qui est, j'ai attendu, je suis prête, enfin je me pense prête à être maman depuis très jeune. C'est un sujet pour moi qui revient et auquel je pense très souvent depuis que j'ai 14-15 ans quand même. Mais par contre j'ai toujours eu cette cogite d'attendre d'avoir une stabilité et de ne pas me précipiter dans la vie non plus pour faire un enfant. Donc j'ai fait mes études comme j'avais envie de les faire. J'attendais de finir mes études et d'avoir une certaine stabilité dans ma vie au global en fait. Et dès que j'ai pu avoir cette stabilité, c'est là où avec mon chéri on a commencé du coup nos essais bébés. Et cette stabilité elle m'a duré jusqu'à un moment où je ne pouvais plus concilier travail ou en tout cas travail en freelance et parcours PMA. C'était plus possible parce que j'étais tout le temps prise par mes rendez-vous médicaux tous les 2 jours comme je l'ai expliqué et puis psychologiquement j'étais beaucoup trop fatiguée, beaucoup trop exténuée, j'étais vraiment donc non seulement fatiguée physiquement mais j'étais aussi dans une dépression donc forcément pour travailler c'est compliqué et du coup j'ai perdu cette stabilité du moins financière. Heureusement j'ai mon chéri qui du coup peut compenser cette perte d'argent mais c'est vrai que c'est pas évident et puis même en termes de comment dire, de la façon dont on va être perçu dans la société, dire je suis enceinte et au chômage, c'est pas terrible quoi. Donc après quand j'explique le parcours aussi les gens comprennent, c'est différent mais effectivement c'est pas évident, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Je l'accepte un peu mieux aujourd'hui parce que du coup je me dis que ça me permet de me reposer et que c'est peut-être pas plus mal. Au moins ça me laisse la possibilité de me reposer. Je n'avais pas du tout la possibilité de travailler tout le premier trimestre donc au pire des cas je me serais mis en arrêt maladie. Enfin ça n'aurait pas été possible de toute façon en freelance. Il n'y a pas d'arrêt maladie, ça se passe pas comme ça. J'aurais, même si admettons je n'avais pas perdu les contrats à ce moment-là, que j'avais pas tout arrêté, j'aurais arrêté en étant enceinte vu les symptômes que j'avais parce que j'étais incapable de travailler. Donc encore une fois, incapable de répondre aux besoins de mes clients et malheureusement, quand on est en freelance, on n'est pas protégé comme en CDI, c'est-à-dire que tu te mets en arrêt, tu peux pas travailler en fait. Quelqu'un d'autre va prendre ta place et puis c'est foutu pour toi, ciao. En CDI, t'es quand même protégé, on va pas te virer parce que t'es en arrêt maladie, voilà, c'est différent. Donc voilà, c'est le jeu, entre guillemets, on va dire. J'ai fait un choix dans ma vie, j'ai choisi pour le coup, justement là-dessus, de privilégier le côté perso au détriment du côté pro. Mais je sais que ça va revenir à un moment donné, donc sous quelle forme, comment, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais qu'actuellement, j'ai envie d'en profiter pour, justement, j'ai du temps libre, j'ai toutes mes journées, donc, et je suis suffisamment en forme pour. Donc du coup, j'ai vraiment envie de me pencher pour une fois dans ma vie et de me concentrer à fond sur ma création de contenu, sur ce qui me passionne vraiment, sur ce qui m'anime vraiment. J'aime aussi évidemment énormément l'entrepreneuriat, mais je pense que je visualise les choses autrement en ce moment et du coup pour moi la priorité actuellement c'est vraiment de m'éclater, de profiter, de me faire du bien et du coup j'ai envie de me mettre à fond sur ma création de contenu. Donc du coup ça signifie qu'effectivement, là de toute façon je vais pas forcément rechercher de contrat en freelance pour l'instant parce que je suis enceinte, je me demande qui voudra bien me prendre alors que je suis enceinte et que ça signifie que je vais régulièrement avoir des rendez-vous, que potentiellement je vais être plus fatiguée, donc je serai moins disponible, que je serai très prise psychologiquement par ma grossesse et que voilà en fait de toute façon dans quelques mois je vais partir en congé mat. Donc je me prends pas la tête avec ça, j'ai pas envie de me stresser avec ça. En plus prendre un nouveau boulot, que ce soit en CDI, en freelance, peu importe, c'est quand même souvent source de stress et avec le parcours que j'ai eu et le stress qui est déjà présent du coup, je préfère et on préfère avec mon chéri me préserver à ce niveau, préserver le bébé et ne pas me stresser outre mesure. Donc c'est vrai que pour l'instant je suis dans cette situation. Jusqu'ici je recevais quand même un petit peu de sous venant de mon activité, donc du programme en ligne que j'avais créé, la Glow Academy. J'ai totalement arrêté du coup, alors totalement arrêté, j'ai pas clôturé, j'ai pas fermé, mais j'ai arrêté d'alimenter ce programme. J'ai prévenu évidemment les filles de la Glow Academy dès le début du premier trimestre, donc je leur ai pas dit ce qui se passait, mais je leur ai expliqué que je ne pouvais pas continuer mon activité pour des raisons médicales et là je leur ai envoyé, enfin au moment où sort cette vidéo, je leur aurais envoyé un message pour leur expliquer la situation, un petit peu la suite de la Glow Academy. Évidemment je ne les laisse pas en plan comme ça du tout du jour au lendemain, elles pourront toujours me contacter au besoin, m'écrire sur les réseaux si elles ont besoin de conseils, d'un petit accompagnement, d'une petite mise au point ou quoi. Je les abandonne pas, mais simplement tous les projets
que j'avais pour l'instant sur la Glow Academy, je les mets un peu de côté. Il faut savoir aussi qu'en plus, je ne supporte plus, vraiment je ne supporte plus ce monde-là. Je sais pas si c'est le business model en soi que je ne supporte plus, le fait qu'il y ait énormément de monde, au final beaucoup trop de monde je trouve sur le marché, mais il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui me dérange fortement. À savoir aussi que depuis le début, la Glow Academy c'est pas un produit fini, c'est-à-dire que j'ai une vision de ce programme qui va bien au-delà de ce que j'ai pu produire et de ce que je pourrais produire actuellement. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de donner forme à ce projet et de lui donner vraiment l'énergie que j'ai envie d'y implanter parce que j'ai pas toutes les ressources nécessaires pour le faire, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc pour l'instant, la Glow Academy va être en stand-by. Donc voilà, je vais arrêter les ventes, je vais arrêter de communiquer dessus, de créer du contenu autour de ça et je vais vraiment me concentrer sur la création de contenu que j'aime purement, simplement, et on verra où ça nous mène. Donc là, je me fixe quand même des petits objectifs concernant ma création de contenu, mais pas des trucs non plus immenses parce que j'ai envie d'être réaliste, j'ai pas envie d'être déçue, j'ai aussi mine de rien envie de préparer la suite parce que il va y avoir une bouche en plus à nourrir. Donc je vous cache pas que j'adorerais vraiment, c'est je pense à l'heure actuelle vraiment au-delà de cette grossesse, de ce bébé et de ma vie de famille, je parle vraiment en termes professionnels. Mon plus grand rêve ce serait vraiment de vivre de ma création de contenu. Je sais c'est pas original, on est très nombreux, très nombreuses, en même temps quand on est passionné par ça, je veux dire c'est logique de vouloir en vivre comme pour toute passion en fait. Donc ce serait vraiment mon rêve, c'est quelque chose qui m'anime depuis des années, que j'aime vraiment, c'est pas le truc que j'ai spécialement envie de faire pour l'argent, j'aimerais juste pouvoir gagner ne serait-ce qu'un minimum d'argent pour pouvoir ne pas faire d'activité à côté et juste développer ce que j'ai envie de développer. C'est ça qui prime le plus pour moi, c'est vraiment, je vous en parle tout le temps de l'épanouissement, du fait de se sentir épanoui et pour moi, le travail c'est extrêmement important. Je ne vois pas comment on peut s'épanouir dans une vie, dans un travail dans lequel on ne se plaît pas du tout, pour lequel on va avoir la boule au ventre tous les jours. J'arrive pas du tout à concevoir cette vie-là. Et c'est vrai que vivre de ce qui me passionne, à savoir créer du contenu, c'est quelque chose qui me fait rêver, d'autant qu'en plus, à côté, quand je pense maintenant à ma famille, c'est aussi ce qui me permettrait de passer peut-être plus de temps avec mes proches, avec mon enfant, d'avoir des horaires fixes. Ça, je veux toujours aussi être indépendante. Donc voilà, c'est évidemment mon rêve, mais j'essaye aussi quand même de me préparer un plan pour la suite si jamais ce n'est pas le cas et que je n'arrive pas à vivre à minima de ma création de contenu. Du coup, je suis totalement ok avec l'idée potentiellement de reprendre un job alimentaire. Alors tout dépend quoi. Franchement, je ferai tout pour ne jamais retourner dans les jobs que j'ai connus en étant étudiante, parce que c'était un enfer, j'ai détesté. Mais à reprendre un job salarié, en tout cas, je suis plus autant fermée à l'idée. Je pense que maintenant ma vision des choses a changé. Comme je vous l'ai dit, il y aura un petit être en plus dont je serai responsable, donc forcément le fait de à minima quand même gagner ma vie suffisamment pour lui apporter tout ce dont il a besoin, je veux dire c'est le minimum. Donc du coup je ne suis plus du tout fermée à l'idée de retrouver un job salarié et sinon évidemment je testerai quand même de retrouver, je pense avant, des contrats en freelance, donc dans le domaine du community management, social media management ou du montage vidéo ou peut-être autre chose, qui sait. Pour l'instant en tout cas ce qui est sûr c'est que je mets ça un peu de côté et je me concentre à fond sur moi, sur ma grossesse, sur la préparation de l'arrivée de ce bébé et sur la création de contenu qui va surtout être là pour me faire beaucoup de bien, m'aider à souffler un peu, à me détendre un petit peu. Donc vraiment sans pression. Donc c'est pour ça qu'actuellement je kiffe parce que pour la première fois de ma vie je consacre mon temps entièrement à la création de contenu, à ma personne et vraiment ça me fait un bien fou à ce que j'ai envie de faire. Et puis ça me permet du coup aussi d'aller plus loin dans la création de contenu, d'envisager d'autres formats, de commencer aussi un peu plus à me former pour améliorer mon contenu. Là par exemple donc j'ai repris un petit peu les formations donc avec les tutos sur YouTube etc. pour améliorer mes montages vidéo, notamment au niveau de la colorimétrie, ce genre de choses pour vraiment donner un aspect esthétique qui me correspond et vraiment une vibe qui me correspond sur mes réseaux sociaux. Voilà, je suis un petit peu en train de retravailler un petit peu tout ça. Ça me fait beaucoup de bien, ça va me permettre d'améliorer mes vidéos, mes contenus et je suis aussi en pleine réflexion par exemple sur le fait de changer de caméra parce que celle-là j'arrive pas à m'y faire. Il faut que je me fasse une raison. J'ai un Canon EOS M50 Mark II je crois et j'ai énormément de difficultés à m'y faire, c'est-à-dire que au niveau de la luminosité je suis toujours embêtée. Je pense vraiment passer sur un autre modèle donc je pose ça là si jamais vous voulez vous en servir quand même pour tester parce
qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même avec un Canon EOS M50 Mark II. C'est un super appareil photo que j'ai payé une blinde. Mais voilà, juste moi pour l'utilisation que j'en ai, je pense que ça ne me convient pas. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, n'hésitez pas, je pense que je vais le mettre en vente. Je sais pas s'il sera déjà mis en vente d'ici à ce que je poste la vidéo, je pense que oui quand même. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est le cas. Donc je pense qu'il sera vendu. Donc partez du principe que le lien sera en barre d'infos. Je vais le mettre en vente vraiment, donc il y aura tout, le chargeur, la batterie, les deux objectifs parce que j'en ai deux, donc la boîte, le petit sac à transporter, je pense que je vais le mettre aussi avec. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse d'avoir un appareil du coup d'occasion qui est en très très bon état. Donc voilà, je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. Et voilà, je suis vraiment du coup dans cette optique d'amélioration et de focus à mort. C'est le moment ou jamais, j'ai du temps pour moi, c'est le moment ou jamais d'essayer de tout péter sur les réseaux. J'ai du coup pour ça mon plan d'action, et dans mon plan d'action il y a aussi une nouveauté, quelque chose que je ne faisais pas jusqu'ici et que je me sens un peu plus en mesure de le faire alors qu'avant c'était niette, je voulais même pas en entendre parler. Ce sont les lives, notamment les lives TikTok. Donc à partir du moment où j'aurai publié, donc en fait là à partir de cette vidéo, je pense rester fixée sur les mercredis soirs, faire un TikTok toutes les semaines. Et je suis également en train de penser à créer et développer une chaîne Twitch qui ne sera pas une chaîne de gaming parce que je joue pas énormément, c'est pas mon domaine, même si j'ai essayé pendant le premier trimestre de profiter de Hogwarts Legacy que mon chéri m'a offert, mais pareil je pouvais pas y jouer plus de 20 minutes parce qu'après chute de tension, chaos, au revoir. Mais ce sera pas une chaîne de gaming, j'ai d'autres idées en tête, d'autres trucs très sympas, une vibe très girls, vraiment, ça va être un peu l'idée très girls, prendre du temps pour soi, bref je vous en dis pas plus, je vous expliquerai ça quand ce sera un peu plus concret. Mais voilà, en tout cas la priorité pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça va être de prendre du temps pour moi, de me recentrer, de faire ce qu'il faut pour bien m'apaiser, de me focus à mort, de tout donner pour les réseaux parce que j'aime ça et que je suis tellement heureuse là de pouvoir m'y mettre à fond en ce moment. Donc on focus à mort sur les réseaux, me développer et surtout me développer certes en termes de chiffres, on va pas se mentir, j'ai vraiment envie de me développer à ce niveau, mais aussi de développer la qualité de mes contenus sur tous les plans et sur tout ce que je propose et de profiter du temps que j'ai pour faire les fameux lives dont je vous en ai parlé en plus, tout préparer, enfin bref, vraiment pour essayer de faire ce que j'ai réellement envie de faire depuis toujours. Je me dis, c'est mon moment, c'est ma chance, mon moment, c'est maintenant ou jamais quoi. Et les filles, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo qui aura encore été une fois, je pense, une deuxième partie extrêmement longue. Tu te fiches de moi? Et toi t'arrives et tu fais ni. Mais non, mais j'aime bien. Oui, elle est stylée ma petite lumière. Ouais, mais je suis juste sur la fin de la vidéo, okay, donc je suis en train de clôturer. Je m'excuse hein, si je fais du bruit. Hein. Ouais, c'est bon. Arrête! Donc les filles, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été peut-être un petit peu longue aussi celle-là, mais voilà, au moins je vous aurai donné toutes les infos, j'espère que vous aurez pu mieux cerner certaines choses, avoir réponse à certaines questions aussi, et que ça aura peut-être pu, si jamais vous avez ou vous êtes confronté à certaines situations, vous apaiser un petit peu, j'espère vraiment que ça pourra aider. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce temps en ma compagnie. Si c'est le cas, alors n'attendez pas, abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. D'ailleurs je l'ai pas précisé, mais puisque comme je vous le disais, je me mets à fond sur la création de contenu et que je fais vraiment tout ce que je veux faire depuis un moment, logiquement il va y avoir maintenant 2 vidéos par semaine, donc le dimanche et le mercredi potentiellement, ou jeudi à voir. J'ai pas encore déterminé avec certitude le deuxième jour de publication, mais il devrait y en avoir 2, et on va toujours effectivement être sur le développement de soi, le fait de se sentir bien, du coup de romantiser sa vie, de cultiver un mindset qui va vraiment vous aider à vous épanouir au quotidien, et donc avec plein de petites astuces de productivité, de temps pour soi, et évidemment du contenu lifestyle, avec du contenu lifestyle qui arrivera du coup à partir de maintenant un petit peu sur la grossesse, la vie de maman, etc. Je sais pas à quel point je laisserai une place à cette partie de ma vie, j'en parlerai forcément parce que je fais toujours du lifestyle, j'adore ça, et que maintenant ça va faire partie de moi, et si je peux partager ça avec d'autres mamans ou futures mamans, je trouve ça vraiment trop chouette. Mais par contre, je pense que ce ne sera pas non plus le point central de mes vidéos, parce qu'on sera toujours sur quelque chose en fait très tourné un peu vers soi, ce qui nous fait du bien, etc. Donc voilà un petit peu pour l'idée de ce que vous allez retrouver ici sur ces prochaines semaines, ces prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!